Bonjour à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la bulle Sicok de Jean-Benjamin Manval qui est exposée depuis 2006 sur le parvis du Musée d'Art moderne, qui a été conçue en 1963, dès 1963 par Jean-Benjamin Manval, architecte, urbaniste, et produite industriellement à partir de 1968. Cette bulle est le fruit d'une collaboration réussie entre un architecte d'avant-garde et la grande industrie. Puisqu'elle n'est pas restée à l'état de prototype, elle a été commercialisée et une vingtaine d'entre elles ont été installées dans le village de vacances de Grippe, dans les Hautes-Pyrénées, qui restera en activité jusqu'en 1998. La bulle Sicok s'inscrit dans un contexte de recherche et de production intense autour des architectures de bulles qui se développent de la fin des années 50 au milieu des années 70. En réaction, alors j'ai mis quelques images de Chanéac, de Lovag, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce contexte, en réaction à la politique de construction des grands ensembles, dont le caractère abstrait, orthogonal, impersonnel est de plus en plus remis en cause. Aux grands espaces olympiens, l'expression est de Jean-Louis Chanéac, s'opposent des formes ovoïdes, nomades, modulaires, capables de pirater ces architectures modernistes et qui sont d'inspiration à la fois naturaliste, futuriste, exprimant une nouvelle utopie de la mobilité. La forme bulbeuse et galbée de la bulle Sicok, qui est souvent parée de couleurs vives, en fait aussi une très belle expression des années pop. Alors, ce qui m'a intéressée dans cette bulle, c'est qu'elle soulève un certain nombre d'interrogations au regard de la problématique de la copie et du réemploi. D'abord parce que son statut est ambigu. Elle peut être considérée à la fois comme un produit industriel de série et comme un multiple, c'est-à-dire une œuvre d'art numérotée, déclinée en petites séries, qui répondait dans les années 60 à l'utopie généreuse de démocratisation de l'art. Ensuite, parce que la bulle a connu plusieurs emplois au fil de son histoire. Elle a eu une fonction résidentielle, mais aussi commerciale, artistique, patrimoniale, et ces différents usages ont pu être mis en concurrence et renvoyés dos à dos du point de vue des artistes qui, par exemple, se sont emparés de la bulle pour en faire un levier de performance. La conservation muséale trahirait l'esprit utopique de la bulle Sicok parce qu'elle l'a converti en objet sacral. Mais du point de vue patrimonial, certains ont pu déplorer que ces réactivations artistiques ou commerciales menacent l'intégrité formelle des bulles et portent atteinte à leur transmission. On est donc fondé à se demander s'il existe un bon emploi des bulles Sicok et dans quelle mesure un musée peut-il concilier ces usages ou faire exister ces différents sens. Autrement dit, comment préserver la fonction d'usage d'origine de la bulle tout en garantissant sa transmission aux générations futures. Donc je m'arrêterai à voilà une boutique prise unique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc je m'arrêterai d'abord sur l'histoire de la bulle, qui est vraiment une utopie industrielle, en insistant donc sur son ambiguïté au regard de la problématique du multiple, de la variation et de la copie. Et j'aborderai ensuite la question de ses emplois et de la façon dont un musée peut organiser la coexistence de ses usages. Donc la bulle Sicok est vraiment une utopie industrielle des années 60 qui s'enracine dans un contexte marqué par la multiplication des bulles futuristes. Au moment où Manval réalise les premières esquisses de la bulle Sicok en 1963, c'est un professionnel déjà aguerri. Il est inscrit à l'ordre des architectes depuis 10 ans. Il a travaillé sur plusieurs quartiers d'habitation et notamment sur la ville nouvelle de Mourinx dans les Pyrénées, qui marquera le début de sa collaboration avec la Société Nouvelle des Pétroles d'Aquitaine, qui deviendra Elf Aquitaine puis Total, et qui jouera un rôle fondateur dans la commercialisation et la mise en production de cette bulle Sicok.
De plus, il connaît très bien les architectes d'avant-garde, notamment Lionel Schein, qu'il a rencontré par l'intermédiaire de Michel Ragon, le fondateur du GIAP, le groupe international d'architecture prospective, qui sera le point de ralliement de toute cette génération d'architectes expérimentaux que sont Jean-Louis Chanéac, Antti Lovag ou Pascal Heusermann, qui sont des auteurs prolifiques d'architecture de bulles et de coques produites soit en plastique, soit en voile de béton. Par ailleurs, il connaît bien l'Angleterre, puisqu'il y a fait un voyage d'études quand il était aux Beaux-Arts. L'Angleterre est à la pointe des recherches sur la maison en plastique, avec des projets comme celui de la Plastic House de Peter Allison-Smithson, dont je n'ai pas mis d'image ici, mais aussi la maison de Stanley Smith, construite pour la société Bakenit, et qui est une des premières maisons en plastique. Il connaît très bien le travail d'Archigram et de Warren Chalk. Et enfin, il connaît également les recherches américaines sur la maison Bull, et notamment les travaux de Paolo Soleri à la maison à Cave Creek, dans le désert d'Arizona. Les recherches de Marvin Goody et Richard Hamilton, et notamment cette fameuse maison Monsanto qui sera implantée pendant 10 ans à Disneyland entre 1957 et 1967. Et puis, pour souligner à quel point cette architecture de bulle était dans l'air du temps, j'ai fait figurer cette slide des créateurs de Barbapapa, qui sont deux architectes assez babacool. En fait, une seule est architecte, c'est Anne Tyson. La maison de Barbapapa est vraiment une architecture de bulle, puisque Barbapapa est rentré dans une coque en plastique, il fait office de moule, et on attend que la coque sèche, et on le sort ensuite de sa maison, et celle-ci est finie. Ces architectures novatrices qui s'affranchissent de la distinction entre mur, sol et plafond, qui revendiquent de n'être pas carrées, s'inspirent directement de formes organiques à l'image sécurisante comme l'œuf, la fleur, la coquille. Elles reprennent des formes d'habitat léger comme la cabane, l'igloo, la tente. Elles s'inspirent évidemment des bulles de la bande dessinée, des progrès de la conquête spatiale et de la science-fiction. Donc pour mémoire, Sputnik 1 est lancé en 1957 et sera réellement une source d'inspiration majeure pour les architectures de bulles, le cas le plus exemplaire étant celui de la Futuro House de Matisse Ronon. Et puis on peut remonter plus loin aux architectures utopistes d'Étienne Louis Boullé ou de Claude-Nicolas Ledoux au XVIIIe siècle. La première, disons, approche de la bulle au regard du sujet qui nous intéresse, c'est que c'est vraiment une œuvre qui est intertextuelle, c'est-à-dire qui s'inscrit dans une filiation qu'elle cite en permanence et qu'elle ne masque jamais. La bulle Sidcock est une forme palimpseste qui revendique son attachement à des formes utopiques déjà créées. En ce qui concerne la genèse de la bulle, Jean-Benjamin Manval produit ses premières esquisses en 1963. Il s'oriente d'emblée vers des formes courbes, bulbeuses, qui sont parfaitement adaptées à la production en plastique, qui est le matériau novateur, emblème de la modernité, qui, grâce à ses possibilités infinies de moulage et à son faible coût, est perçu comme un matériau alchimique permettant de réaliser des maisons individuelles, mobiles, colorées, arracher tout ancrage au sol, facile à monter. Et dès ses premiers croquis, il envisage des couleurs extrêmement pop, au départ très audacieuses. Les bulles doivent être déclinées dans des couleurs orange, mauve, violette. Et on le voit dans certains de ces croquis qui sont conservés dans la famille Manval, je ne les ai pas tous mis, mais qui témoignent en tout cas de cette volonté de chromatisme très, très, très fort. L'originalité de la bulle de Manval, c'est contrairement aux architectures de papier des architectes d'avant-garde ou à des architectures de bulles qui sont restées à l'état de prototype, Manval s'intéresse très tôt
à la commercialisation de la bulle. Il s'associe à Elf Aquitaine, il crée une société Bâti Plastique en 1965 qui sera hébergée dans la tour Elf de la Défense, grand groupe pétrolier, spécialiste des plastiques, et qui détache auprès de Manval un ingénieur spécialisé qui lui octroie des moyens conséquents pour réaliser les premiers prototypes, qui lui détache aussi une graphiste pour la réalisation de dépliants publicitaires, mais aussi pour la décoration intérieure des bulles. Et le village de vacances de Grippe, où seront installés une vingtaine de bulles Sicoq, fait partie du comité d'entreprise de Elf. C'est donc vraiment un lien très fort entre l'avant-garde et l'industrie qui se donne à voir dans la production de ces bulles, qui font l'objet de 5 ans d'études où diverses solutions sont envisagées, entre une bulle à 3 coques, une bulle à 5 coques et finalement une bulle à 6 coques. Manval passe beaucoup de temps à mettre au point les détails de ses prototypes, à travailler sur les moules, sur le soclage. Il confie la réalisation des moules à une société spécialisée dans la réalisation des coques de bateaux, la société Dubigeon Normandie. Puisque les coques sont vraiment en fait des coques de bateau, selon les mêmes matériaux et le même mode de fabrication qui est en jeu. Il réalise son premier prototype en 1966. Il propose aussi un mobilier intégré qui sera commandé et produit à la demande des clients potentiels. Et puis, voilà, j'ai mis une maquette de la bulle pour que vous rendiez un peu compte de la façon dont elle est construite. Donc on a un soclage en béton hexagonal qui supporte un plancher métallique ou un support métallique en étoile, lui-même recouvert du plancher, qui est le plancher de la bulle, et les 6 coques sont jointes entre elles par un joint d'étanchéité. Elles sont boulonnées et on n'a pas sur le dessus, mais il y a un petit chapeau qui permet de structurer l'ensemble. Et on voit à côté l'image des 6 coques qui sont transportées sur un camion, ce qui montre aussi la facilité de montage, le démontage, la mobilité de ces bulles. Et donc, la bulle emprunte à la fois, voilà une image du dépliant publicitaire, elle emprunte à la fois aux produits industriels de série, puisque la volonté initiale de Manval était de produire des liaisons en grande série, mais en même temps multiples, puisqu'en fait une trentaine de ces bulles seront réalisées. Les bulles sont numérotées, la bulle du musée est la numéro 11. Alors évidemment, cette numérotation n'a en fait rien à voir avec la question du multiple, puisque ce sont les numéros d'habitation du village de Grippe, mais en même temps, on voit bien que ces bulles, elles ont tout à voir avec l'utopie généreuse de mettre à disposition de tous une maison qui soit à la fois esthétique et pratique, qui soit innovante et peu coûteuse. Et donc en cela, elle appartient bien, je dirais, à l'ère du temps, au climat des années 60. En ce qui concerne la bulle du musée, celle-ci a été acquise en 2005 auprès de la galerie Jousse Entreprise. La galerie a racheté plusieurs bulles au moment de la fermeture du village de Grippe. Et dès son acquisition en 2006, elle a tout de suite été installée en extérieur. Or, lors du montage, le galeriste est arrivé sans plan de montage, sans la visserie et sans les joints. Nous sommes aujourd'hui convaincus que les coques ont été placées selon un ordre aléatoire, en fonction de la vue sur les paysages avoisinants, mais non selon l'implantation d'origine. Et par ailleurs, on soupçonne aujourd'hui que notre bulle est constituée de 2 bulles qui ont été fusionnées, si j'ose dire, par le galeriste. Donc on a rencontré de multiples problèmes au montage, puisque le socle, la base de béton hexagonale était aux mauvaises dimensions, de sorte que le socle a été repiqué pour faire entrer ce support métallique
Et au final, le socle hexagonal est non jointif avec la bulle qui le supporte, de sorte que les infiltrations d'eau sont multiples. Aucune trappe de visite n'a été prévue pour l'évacuation des eaux pluviales. Et donc ce support hexagonal est en fait une sorte de piscine, puisque toute l'eau stagne au fond de ce support de béton, et donc crée un certain nombre de dommages à la bulle. Comme celle-ci a été montée sans joint d'étanchéité, ça a généré des dommages structurels sur les coques et bien sûr aussi de nombreux problèmes d'infiltration d'eau. La bulle a été montée sans plancher, ce qui fait qu'on ne peut pas la visiter. Et enfin, le bas de la porte de l'escalier frotte sur la dernière marche de l'escalier qui a été monté trop haut. Et donc, aujourd'hui, l'état de conservation de la bulle est alarmant. La structure métallique est affaissée, ce qui crée des contraintes mécaniques sur les coques. La colonisation microbiologique se poursuit en interne comme en externe. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai pris mon poste il y a 8 mois au musée. Je précise que je n'étais pas là. En 2009, la bulle a été nettoyée à haute pression, supprimant le gel-coat, qui est en fait une couche protectrice très fine, qui était appliquée sur les coques pour les protéger des intempéries. Et donc, cette suppression du gel-coat a créé des micro-fissurations sur la coque externe, la rendant poreuse et favorisant la rétention d'eau, accentuant de ce fait le poids de chaque coque. Alors qu'en fait, un test de nettoyage réalisé en 2014 par des restaurateurs montre qu'il est tout à fait possible et simple de supprimer ces infestations. Donc le paradoxe, c'est que la mise en exposition correspond en fait à une mise hors d'usage de la bulle, mais que l'installation sur le parvis du musée se traduit de fait par une dégradation de cette bulle, alors qu'on sait que les bulles de grippe ont très bien résisté à l'épreuve du temps, finalement paradoxalement, contrairement au musée qui est censé en assurer la conservation. Donc la question qui se pose, c'est celle des usages de la bulle, comment conserver la bulle, comment la remettre en usage dans un contexte muséal. J'aimerais revenir très rapidement sur les différents usages de la bulle en histoire. L'usage initial étant un usage résidentiel, puisque la bulle a été vraiment construite pour faire habitat. Dès sa commercialisation, la bulle, Coque, n'est pas considérée par le public, par les clients potentiels, comme une habitation pérenne. On le sait puisque Manval a exposé la bulle dans de nombreux salons, en Italie, en Allemagne, en France, et qu'il a fait remplir des livres d'or par les visiteurs qui témoignaient dès les années 60 qu'ils ne se voyaient pas habiter de façon pérenne dans la bulle, mais qu'ils étaient intéressés par un usage de loisir. Cela explique aussi pourquoi Manval s'est concentré sur des villages de vacances où la bulle pouvait être utilisée comme un habitat ponctuel. Donc de nombreuses initiatives ont fleuri autour de quelques photos du village de vacances, qui est quand même assez extraordinaire. Il y a des cartes postales qui témoignent de la façon dont ces bulles ont été installées. Donc elles ne sont pas mauves, violettes ou oranges parce que les autorités locales ont demandé des couleurs un peu moins pop et que du coup Manval a proposé des couleurs qui se marient ou se fondent davantage dans l'environnement. Donc, on a retrouvé de nombreuses bulles qui appartiennent aujourd'hui à des particuliers et qui servent d'habitation d'appoint. Par exemple, des collectionneurs près de Besançon ont restauré une bulle Coque qui vient de Grippe et en fait du stock de la galerie Jousse et qu'ils ont remeublé à leur façon, qu'ils ont installé dans un jardin de sculpture. Il existe un petit film sur YouTube qui montre comment cette bulle a été réhabilitée. Il existe également une bulle bretonne dont j'ai pas mis les images, mais qui a été vendue cette année à Rennes,
qui dispose de tout son mobilier. Donc c'est une bulle qui est extrêmement intéressante pour nous, puisque nous, on n'a pas le mobilier d'origine. Et là, j'ai mis la photographie d'une bulle qui est très intéressante, dont j'ai eu connaissance seulement hier. En fait, ce sont 2 bulles qui sont en Normandie. Là, il n'y en a qu'une, qui ont été commandées par un collectionneur directement auprès de Dubigeon. Donc qui ne viennent pas de grippe, et ce sont 2 bulles qui sont pluguées entre elles, c'est-à-dire qui sont reliées par une rampe d'accès, et qui ont servi de relais de chasse pendant 20 ans. Donc le particulier a demandé que la première bulle soit constituée de bulles sans baie, de coques sans baie, parce que c'était le sas d'entrée où chacun enlevait ses bottes, ou mettait ses bottes, prenait son fusil. Et la deuxième bulle, au contraire, est un espace convivial qui elle, du coup, a beaucoup de baies pour servir, faire office de donner une vision panoramique sur l'environnement. Donc ces bulles, vous voyez qu'elles ont un revêtement camouflage, et qu'elles sont vraiment adaptées à leur nouvelle fonction. Donc on est vraiment là dans l'esprit modulaire d'adaptation de la maison de vacances aux besoins de chacun. Oui, j'ai mis quelques photos de l'intérieur, on voit toutes ces baies. La nôtre, celle du musée, n'a que 2 baies, celle-là, on en a beaucoup plus. Il existe 2 bulles qui sont à Piacé-le-Radieux, qui est un centre d'art contemporain qui s'est installé là parce que Le Corbusier a eu le projet de créer une ferme radieuse qui n'a jamais réalisé finalement, donc il n'existe que des maquettes. Et pour rendre hommage à ce projet audacieux, ce centre d'art a créé tout un parcours d'architecture plastique dont la bulle fait partie. Il existe aussi des bulles qui sont installées sur la friche de l'Escalette à Marseille, avec notamment la bulle de Suronen, les bulles de Georges Candilis, une coque de bateau. Donc il y a plusieurs bulles à Marseille qui ont été utilisées notamment dans un projet de 2013 qui s'appelle Yes We Camp, où tout le monde était invité à un camping géant pour redormir dans les bulles. Et elles sont aujourd'hui aussi utilisées. Enfin, il y a une très riche programmation autour de ces architectures de plastique. Et puis enfin, il y a des usages, il y a eu beaucoup d'usages commerciaux. Et le plus intéressant, je trouve, est celui de la boutique Prise Unique, qui est une boutique, en fait, c'est une boutique itinérante qui a été utilisée par Prise Unique pour renseigner la future clientèle avant l'ouverture d'un nouveau magasin Prise Unique. Prise Unique, c'est une entreprise qui a contribué à l'aventure du design populaire en faisant appel pour sa ligne de mobilier à de jeunes designers qui vont marquer l'histoire du design, comme Marc Held, Daniel Quarante, Gaël Lanty, Marc Berthier, Olivier Mourgue. Et son catalogue témoigne d'une vraie utopie consumériste. Ils ont vraiment scellé l'alliance entre la pensée commerciale et l'exigence de création. Deuxième cas d'utilisation, c'est celui de la réactivation artistique. Il y a un cas qui a été repéré par une chercheuse, Caroline Boubourg, qui est celui de Nathalie Blesse et Serge Stéphan, qui ont repéré 2 bulles abandonnées sur un parking dans le sud de la France et qui l'ont réutilisé l'année suivante pour l'inauguration du point éphémère, en proposant une performance qui s'appelle 24 Hours Live Performance, qui consistait à enfermer 3 musiciens dans la bulle et à les faire jouer pendant 24 heures au moment de l'inauguration. Nathalie Blesse a témoigné de sa volonté de solliciter des interventions, des propositions d'artistes à l'intérieur de cet objet. Je la cite: en essayant de fonctionner à minima financièrement, mais sans du tout chercher à rentabiliser, et surtout en évitant systématiquement le patrimoine, la visite religieuse de la chose. Et donc, dans l'utilisation qu'elle propose de la bulle, elle a renvoyé dos à dos la démarche de conservation patrimoniale et celle de l'exploitation commerciale. Et c'est la raison pour laquelle je voulais citer son travail. En ce qui concerne la patrimonialisation de la bulle,
Aujourd'hui, la bulle de Saint-Étienne est ce que Caroline Bougour a appelé, je la cite, une bien mauvaise ruine. Elle l'a qualifiée d'épave échouée sur le parvis du musée, convertie en triste cimetière, et elle en tire une conclusion qui me semble assez contestable, je la cite. Ce qui pose question, c'est la traduction que le musée tente d'opérer sous forme d'une artification, le terme est de Nathalie Hennick, d'une artification obligée de l'objet. La traduction a ici pour vocation implicite de transformer, voire de transsubstantier un objet industriel en une œuvre d'art par son statut de ruine. Ainsi, le devenir ruine de l'objet le fait admettre dans une lignée artistique et architecturale des plus illustres, temple grec, forum romain, église moyenâgeuse, dont la destruction par le temps ou par les hommes rend unanimement malheureux tous les amateurs d'art. En valorisant ce déchet industriel comme ruine romantique, le musée fait de la bulle Sicoq un monument qu'il se doit de sauver. Il est bien évident, fin de la citation, que la conversion de la bulle en objet patrimonial n'est aucunement synonyme de sa préservation à l'état de ruine. Le musée a acquis une bulle en bon état, elle s'est dégradée dans le temps, et aujourd'hui le musée a le désir de la restaurer. En revanche, il est vrai que cette bulle est présentée dans son contexte muséal finalement déconnecté du fonctionnement social qui l'a vu naître, alors que le projet de Manval était clairement antipatrimonial et que ce mode de présentation peut apparaître comme un appauvrissement de l'objet, mais en réalité cette problématique se pose pour l'ensemble des objets de design qui sont conservés dans les musées. On ne peut plus s'asseoir sur des chaises de Mies van der Rohe ou sur des chauffeuses d'Alvarado. Et en vérité, aucun mode de présentation ou de médiation ne vient épuiser le sens de l'objet. On peut également dire qu'un objet, que sortir la bulle Sicoq de son contexte autorise une forme de recul, une sorte de mise à distance capable de mettre au jour des significations que l'enfermement dans un contexte pouvait oblitérer. Et donc, en conclusion, moi, la question que je me pose en tant que conservatrice, c'est de savoir comment conserver sans figer. La conservation patrimoniale ne présente-t-elle pas le risque de transformer une société vivante en une société rentière, le risque de pétrifier le présent et l'avenir? Pour ma part, je ne le pense pas. Le patrimoine n'est pas une notion passive qui serait synonyme d'une accumulation de choses mortes. Mes collègues conservateurs des monuments historiques le savent bien. Combien de châteaux, manoirs, forteresses accueillent aujourd'hui des administrations, des fonds de commerce, des hôtels, voire des musées. Ici, je vous ai mis une image d'une bulle restaurée et présentée à Milan. Pour l'occasion, la bulle a été utilisée comme une sorte de pavillon temporaire d'exposition puisqu'elle abrite une série d'œuvres de Warhol ainsi que d'autres œuvres représentatives du pop art. Il n'en demeure pas moins que ces architectures de plastique sont aujourd'hui menacées de disparition et que le rôle des musées est vraiment d'assurer leur transmission. C'est la raison pour laquelle on aimerait cette année engager un projet de restauration, mais cela est un autre sujet qui pourra faire l'objet d'une nouvelle communication. Je vous remercie. Merci beaucoup.